Je vous remercie d'être venu aussi nombreux à la présentation de ce livre de Michel. Donc je suis là un petit peu pour vous présenter Michel. Donc Michel, vous la connaissez aussi bien que moi, mais donc Michel Vernivet est né et travaille à la frontière franco-espagnole du Perthus, peintre et écrivain, peintre naïf, dont on qualifie son style de réalisme poétique. Michel le peintre, à travers plus de 50 expositions, a présenté ses œuvres de New York à Tokyo, en passant par Olot, que tout homme connaît. Michel, le peintre écrivain, a publié pas moins de 25 ouvrages d'art et récits. Et le président était déjà inspiré de ses nombreuses rencontres avec le maître de Cadaqués. Et il faut dire qu'elle fait partie des rares personnes qui ont connu notre ami Salvador Dali vivant. C'était Les moustaches de Dali, qui était sorti chez Voix Édition, illustré par des collages de notre ami Claude Massé, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, elle nous fait découvrir 10 nouvelles vécues avec le maître, sorties chez Etiam Cid Édition, le préfet, le maître et la gare de Perpignan. Ces nouvelles nous permettront de lever un peu plus le voile de ce génie. Plus on s'intéresse à lui, plus nous avons des anecdotes et plus nous nous apercevons que c'est un être qui est totalement insaisissable. Donc Michel va vous parler un petit peu de ces rencontres et du relationnel qu'elle a eu avec notre ami Salvador Dali. Merci Jean, merci. Oui, la chose qui fait peur, c'est quand on vous dit qu'on fait partie des dernières personnes qui ont connu Dali vivante. Donc là déjà, ça fait un peu drôle d'effet. C'est ce que m'avait dit, grâce à Jean. TF1 était venu me filmer et la jeune fille qui devait avoir 25 ans me dit oui, vous savez, c'est qu'il ne reste pas grand monde. Et alors là, je me dis bon. Donc j'avais écrit ces nouvelles, j'en avais écrit 6, comme ça, pour fixer un peu ces histoires. Mais je trouvais que c'était un peu léger, donc ça ne valait pas la peine d'être publié. Et puis donc, en février, notre ami Massé nous a quittés. Et j'ai continué à voir Cathy, son épouse, qui évidemment passait un très bon moment. Et comme c'est une grande électrice, je lui ai dit, écoute Cathy, j'ai ces nouvelles. Tu me diras si ça t'intéresse, si ça peut intéresser d'autres personnes que moi-même. Et donc elle les a lues, mais oui, vraiment, vraiment. Donc du coup, boostée, j'ai écrit 3 autres. Et après, voilà, donc je les ai portés à un éditeur. L'édition a été compliquée parce que il y a 3 ans, on avait fait un petit livre justement avec Claude Massé, chez Voix Édition, en français. Et mes amis de l'autre côté m'avaient dit « Oh, c'est dommage que ce ne soit pas en catalan parce qu'on ne comprend rien et tout. » Bon. Alors je me suis dit, celui-là, je vais le faire bilingue. Et donc ce bilinguisme a été compliqué pour les éditeurs, c'est-à-dire les éditeurs de Perpignan et tout. Certains m'ont dit « Oh là là, c'est compliqué. » Bon. Alors je suis allée de l'autre côté, à Gérone, donc pour eux ça n'a pas été compliqué, donc on l'a fait à Gérone. Comme vous le savez, il y a très peu d'exemplaires, il y en a 300. Et j'ai fait des collages aussi, parce que quand on est dans Dali, tout d'un coup il se déclenche des tas de trucs, et alors on écrit, on colle, on fait beaucoup de choses. Et donc, pourquoi j'avais écrit ces histoires? Parce que donc, mes parents étaient transitaires à la frontière, un métier qui a disparu intramuros, n'est-ce pas, et qui n'existe plus qu'à la frontière de l'Europe. Et à l'époque, pour aller de France en Espagne ou d'Espagne en France, il y avait énormément de formalités. Et le rôle du transitaire était de faire ces formalités-là. Et nous avions donc Salvador Dali comme client, ce qui était quand même super. Et parce que le père de Dali, qui était notaire à Figueras, était ami de mon grand-oncle. Donc, automatiquement, le lien s'était fait et Dali était venu chez nous. Et donc, Dali, quand il arrivait,
c'était branle-bas de combat. Enfin, la première fois, je l'ai déjà raconté, donc je ne vais pas me redire. Je l'ai vu, j'avais 6 ans, donc je veux dire que... Et après, mon père, qui était agacé par tout ce remue-ménage, avait dit à mon mari et à moi-même, c'est vous qui vous occupez de Dali. Nous, ravis, on était jeunes, et donc mon mari prenait Dali dans la voiture, l'amenait au boulot, parce qu'il fallait aller au boulot, il y avait la gare, on chargeait les colis de Dali dans les wagons, parfois à la gare du Boulot, ou parfois à la gare de Perpignan. Après, il fallait, en sens inverse, il fallait l'accompagner à la Jonquère, où la douane ouvrait le camion. Enfin, c'était vraiment un remue-ménage qui, pour nous, jeunes, était formidable. Nous étions donc amis avec le secrétaire, le capitaine Moore, et son épouse, Catherine, qui est marraine de ma fille, pour vous dire que quand même, nous avions des liens étroits. Et donc, nous avons vécu toute cette épopée d'Alignel, avec des moments glorieux et d'autres difficiles. Et voilà pourquoi j'ai voulu donc raconter toutes ces petites nouvelles les plus sympas, disons, dans ce livre. Voilà. C'est des nouvelles et c'est des anecdotes qui sont, je dirais, très amusantes, mais qui permettent aussi de découvrir un peu ce qu'était la vie de Salvador Dali, comme les fameuses sessions de signature de Lito qui se passaient à l'hôtel. L'auberge d'Écluse. À l'auberge de l'Écluse. Donc, les litos qui n'étaient pas signés avaient une valeur, les litos qui étaient signés avaient une autre valeur. Donc, Salvador Dali venait à l'hôtel de l'Écluse pour les signer, au lieu de les signer chez lui. Comme ça, elles avaient une autre valeur. Et puis, en même temps, quand on parle souvent des fausses vraies litos de Dali, bon, il a signé, elles étaient numérotées de 1 à 300, mais en fait, il y avait 10 lots de 1 à 300, en fait il y en avait 3000. Donc voilà un petit peu... Et chacune différente. C'était 300, c'était 10 modèles différents. 10 modèles. Donc voilà un petit peu bon, quelques anecdotes sur le fonctionnement du maître. Et en même temps, par rapport à ce côté Lito, je pense que ça a été le père spirituel d'Andy Warhol, puisqu'il était très proche. Et cette reproduction d'œuvres, Dali disait, il faut absolument que tu ailles chez le particulier. Et c'est à travers la reproduction des œuvres qu'il se retrouvait comme ça chez monsieur tout le monde. Mais Dali a été le précurseur de tout. Il a été le précurseur de la performance. Maintenant on dit une performance. À l'époque on disait un happening. Donc c'est lui le premier qui est monté sur un rhinocéros, qui s'est baladé avec une voiture pleine de choux-fleurs. Ça a été le premier à comprendre la communication. La com, il a été un sacré précurseur de tous, de tous. Je veux dire qu'Andy Warhol à côté, il est faible par rapport à Dali qui a été le premier, le premier. Et en plus, ce qui était très amusant, c'est que il était extrêmement empourdané. Il était extrêmement d'ici, de Cadaqués, de Borliga. C'était dans son ADN, très très important. Et moi, je suivais à la télévision ses discours. Il a fait 2 ou 3 discours fameux à la Sorbonne, à Polytechnique, tout ça, où il terminait par l'onomatopée que nous connaissons, une Paul, pique Paul, vraiment. Et à la fin, il terminait par Vive Figueras, vive la gare de Perpignan, ou Vive la gare de Perpignan, vive Figueras. Ce qui fait que pour lui, sa patrie, c'était ça. Figueras, Perpignan. Il ne dira jamais vive la France, vive l'Espagne, vive la Catalogne, jamais. C'était vive la gare de Perpignan ou vive Figueras. Et moi, j'exultais devant la télévision. Je disais ouais, c'est super, quoi. Parce que c'était formidable. Et l'histoire des signatures à l'auberge d'Écluse, avec mon mari, le capitaine, donc disait on va signer chez vous. Alors, nous, ravis, oui, chez nous. Sauf qu'on avait un appartement de 70 mètres carrés et j'ai réalisé que les rames de papier, c'est une quantité énorme et tout. Là, tout d'un coup, j'ai dit, mais on n'y tient pas. Et alors, on a pensé à l'auberge d'Écluse, qu'ils ont fermé pour l'occasion, et où il y avait le personnel qui a servi des cafés, et voilà. Et je raconte que c'était la nuit de la Saint-Jean, et qu'au milieu de la signature, tout d'un coup, quelqu'un a dit « Ah, c'est qu'aujourd'hui c'est la Saint-Jean ».
Et alors Dali s'est arrêté, il fait « À Saint-Jean, il faut faire un feu !» Alors stupeur là-bas à l'hôtel, parce qu'il y avait le capitaine qui était irlandais, le patron de l'hôtel était breton, et un feu, alors tous ils étaient là, ils allaient allumer la cheminée, vous voyez, tout. J'ai dit « Non, c'est une tradition, c'est un feu qu'il faut faire dehors et tout. » Bon, alors, vous connaissez un peu la géographie de l'auberge d'Écluse, c'est au milieu des chênes. Et donc c'était délicat de faire du feu dans la forêt. Et donc ils ont monté un foyer sur le parking. Et donc toute la nuit, Dali a signé, et de temps en temps il disait « Et le feu ?» Ça vient. Et alors à la fin, la dernière lithographie, il l'a brandie, il a dit « Celle-là, elle est pour le feu ». Et il a allumé le feu, il a jeté la litho dans les flammes, en criant « Vive la Saint-Jean » et bien sûr « Vive Dali ». Voilà. Donc vous comprenez que c'était toujours des événements tout à fait hors normes. Après, j'ai assisté aussi, là j'en parle pas, à l'inauguration du musée. Alors là aussi, ça a été, une bousculade, une empoignade, un truc terrible. 2 heures de retard déjà, un monde fou. 5000 invitations, la place pour 600 personnes. Les gens se battaient, tout. Dali n'arrivait jamais. Les gens étaient, je vois encore le peintre Lewis Roura, qui avait escaladé un poteau et qui était accroché au poteau pour y voir. Il y avait Juan Antonio Samaranch à l'époque. Il y avait, tout le monde, toutes les personnalités idoines étaient là. Et à la fin, Dali arrive et il a été projeté par une bousculade, on le voyait porté presque, vous savez, comme ces rockstars, vous voyez. Il était porté comme ça. Et puis finalement, il est rentré dans le musée avec Gala à moitié étouffé. Et je me souviens que, bon, après, quand les choses sont un peu calmées, on a croisé Samaranch qui nous a dit « Daligna, Daligna, le show est Daligna, 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 c'est Daligna ». Parce que tout était toujours extraordinaire. Et après, je le voyais aussi souvent à l'hôtel d'Olan. Je vois Camille ici, qui était très amie de la famille d'Olan. Avec Joan Dolan. Et donc, c'était tout à fait extraordinaire Dali arrivant chez Dolan. C'était... bon, nous aidions souvent, à l'époque, avec ma mère, parce qu'on allait faire des courses à Figueres. Vous savez, avant, du Pertus, en général, on descend. On ne va pas vers Perpignan, on descend, on va à Figueres. Et donc, avec ma mère, on allait faire la journée à Figueres et on déjeunait chez Durand. Voilà. Et alors, Dali arrivait, très souvent. Dali arrivait avec tout l'Asmala, avec Gala, avec l'invité avec qui il devait parler d'affaires, le capitaine, Catherine, l'Oslo. Enfin, ça faisait quand même du monde. Et parfois, quelques égéries, quelques femmes étonnantes qu'il choisissait. Je ne sais pas si je devrais le dire, je le dis quand même. Il avait, disons, l'organisateur des fêtes, lequel s'adressait à Barcelone, à une agence, pour fournir des top modèles, enfin des femmes spectaculaires. Vous voyez, style Rossi des Palmes, des trucs étranges, vous voyez, qui avaient des physiques hors normes, vous voyez. Et donc, qu'il louait. Et donc, le type lui faisait venir 3, 4, suivant la demande, la quantité de personnages incongrus. Et donc, il arrivait suivi de cet aéropage. Voilà. Alors, imaginez-moi, 15 ans, 16 ans, qui étaient là, je voyais arriver tout ça. J'étais ravie, parce que, ouais. Et donc, ils se mettaient tous dans l'endroit du restaurant qui s'appelle le Cellier de Calatete. Rentrant à Scarpa. Voilà. Et alors, il avait sa table là-bas, et Durand lui faisait le menu habituel. Et voilà. Et alors, il se passait des choses à Mandalire qui arrivaient. Alors, le père Durand qui disait, on ne sait pas trop si elle se donne, si elle se donne, on ne sait pas trop. Enfin voilà, c'était toute une mythologie qui était là, une mythologie. Et alors, il y avait des gens qui attendaient dehors, devant l'hôtel, pour qu'il signe. Donc je vous dis, une rockstar. Ça ne semble pas maintenant, je ne vois pas quel est le peintre,
dont les gens sont agglutinés dehors, on les empêche d'entrer, pour tendre une carte postale, un livre, un truc. Alors parfois ils arrivaient à rentrer jusqu'au bar, et là Dali était quelqu'un de très gentil. Et Dali, tout ce qu'on lui présentait avec plaisir. Mais Gala était à côté comme un gendarme. Et alors, ça suffit, partez. Vraiment, elle le protégeait, mais d'une manière féroce. Alors que lui, il était content. Il était content de signer, il était content de tout. D'ailleurs, c'est arrivé au Pertus aussi, quand, pendant qu'on faisait les papiers, ce qui était très long, il attendait assis dans la Cadillac. Alors avec la canne, comme ça, il ne bougeait pas. Gala dans le bureau qui nous saccageait le bureau. Et lui était là, et tous les douaniers lui passaient des enveloppes, lui passaient des morceaux de papier, des cartes de visite et tout. Alors il leur faisait une mouche, il leur faisait un escargot, il leur écrivait un Juliol, il donne une cargole, c'était son grand truc. Et voilà, et alors Gala sortait de temps en temps. Il disait, ça suffit. Alors, tous les douaniers se remettaient dans la boue, Dali remontait la vitre, puis elle rentrait dans le bureau. Dali rebaissait la vitre, et tous revenaient. Et donc, il y a des douaniers qui ont, enfin, leurs enfants maintenant, qui ont une cinquantaine au moins de dessins de Dali. Je me souviens d'un douanier qui était particulièrement gros, et puis qui avait une tête énorme. Or, Dali a toujours aimé les gens à une ossature marquée et fine. Hein, et ce douanier énorme, il disait toujours, Dali, vous ferez mon portrait, hein, vous ferez mon portrait. Et alors Dali, oui, Dali, c'est toujours, je n'ai jamais vu Dali en colère, ni Dali de mauvaise humeur. Jamais. C'était un homme bien élevé, très curieusement. Bon, qui évidemment mystérieux possible, comme dit très bien Jean, une personnalité insaisissable. Mais il avait une éducation qui fait qu'il était bien élevé, et donc jamais il ne repoussait les gens. Gala, en revanche, était atteinte du syndrome, ce que j'appelle le syndrome du showbiz. C'est-à-dire, je suis moi, et je fais ce que je veux, et donc je fais n'importe quoi. Et donc nous avions un bureau qui était en enfilade, vous voyez, c'était un long couloir, étroit, et les bureaux étaient le long du mur, avec des employés, et mon grand-oncle était à la fin. Donc pour l'atteindre, il fallait traverser tout le bureau et aller jusqu'au fond. Et bien Gala, quand elle rentrait, avec le bras, elle faisait ça, et elle faisait tomber tout. C'est-à-dire, elle faisait tomber les dossiers, les encriers, à l'époque il y avait de l'encre, les dossiers, les encriers, les machines à écrire, tout tombait. Le temps d'arriver au bureau de mon grand-oncle, qui avait eu une hémiplégie, donc qui essayait de se lever, « Gala, ma chérie !» Et alors, elle faisait tout tomber, le capitaine derrière à quatre pattes ramassait tout, « Ne dites rien, ne dites rien !» Moi, prête à l'égorger, parce que je trouvais que c'était affreux ce qu'elle faisait. Tant pis, un mépris des gens terrible. En même temps, bon, quand on connaît la vie de Gala, ce sont des personnages multiples, complexes, en fait. Mais moi j'appelle ça, je m'en fous, il n'y a que moi, le syndrome du showbiz, vous voyez, quand on est là, voilà, aucun... Et ça c'était terrible, cette espèce d'arrivée de Gala. Tout le monde avait peur, tout le monde avait peur, elle terrorisait tout le monde. Et de temps en temps, vers la fin de la vie, de Gala et de Dali, quand ils étaient âgés, il y avait des scènes effroyables entre eux, parce qu'elle voulait empêcher Dali de faire des trucs, ou vice-versa, et c'était compliqué. Ça a été très compliqué, parce qu'avec l'âge, tout devient compliqué. Voilà. Et voilà. À toi un peu. Michel peut aussi nous parler de comment a été organisée la vie de Dali, c'est-à-dire qu'il passait 6 mois à Cadaqués où il travaillait, puis il passait 3 mois à Paris, 3 mois à New York, et ensuite en même temps aussi il a eu une vie à Monaco. Il y a un livre qui vient de sortir là-dessus, donc il était le conseiller culture de Grasse, et en même temps, quand il était à Monaco, il vivait chez Coco Chanel, puisqu'il avait entièrement décoré la maison.
Et c'était une vie parallèle, mais ça a duré 40 ans. Quoi. Et il amenait les plus grands acteurs d'Hollywood, et il organisait tout un tas de soirées à Monaco. Et en même temps, il était résident à Monaco, c'est-à-dire qu'il avait sa carte de résident qui était tamponnée, comme ça, bon, il n'a jamais été embêté par le fisc, que ce soit espagnol ou français ou qui que ce soit, puisqu'il était résident à Monaco. Ça aussi, c'est une facette de sa vie que l'on connaît vraiment bien depuis pas très longtemps, puisque bon, ce livre est sorti il y a à peu près 2 ans sur Dali le Monégasque. Oui, oui, c'était le champion du monde du relationnel. C'était d'ailleurs au tout début, quand ils sont allés aux États-Unis, personne ne le connaissait. Ils étaient amis d'une américaine qui s'appelait Caresse, beau nom, Caresse Crosby, et qui était une milliardaire. Et donc, ils habitaient chez elle, chez la milliardaire. Et Gala avait organisé le tempo de la maison. Silence de mort, le maître peint, personne n'a le droit de parler, enfin bon, terrible. Mais le grand public ne le connaissait pas. Donc, comment se faire connaître du grand public américain? Or, il y avait un bal masqué qui était organisé par la gentry de New York. Et c'était peu après, ou c'était encore dans les esprits, la découverte du cadavre du bébé Lindbergh, qui avait été, donc les parents avaient payé la rançon, mais après on avait trouvé le bébé assassiné. Voilà. Et donc, ils se sont déguisés, et Gala n'a rien trouvé de mieux que se déguiser en bébé Lindbergh. Alors vous imaginez l'arrivée au bal de Gala avec un énorme truc, avec un bébé dedans, un avion, enfin bon. Et donc, le lendemain, toute la presse horrifiée, mais tout le monde les connaissait, ça y était. Donc, ils ne reculaient devant rien pour se faire connaître, rien. En même temps, c'était une époque aussi où donc, il y avait de grands esprits, de grandes personnalités. Et Coco Chanel, qui était mécène, donc était ami de toute cette mouvance, de Picasso aussi, de Cocteau, de Dali, tout ça était extrêmement bien organisé par Gala. Gala qui était un stratège terrible. Il faut penser que Gala, à sa décharge, quand elle est restée avec Dali pour abandonner Éluard, Dali n'était pas connu. Dali n'avait pas un sou parce qu'il a été donc renvoyé par son père et déshérité parce qu'il sortait avec une divorcée, une femme plus âgée qui faisait le gigolo. Donc le père non seulement l'a exclu, mais en plus a fait courir dans Cadaqués que si quelqu'un le recevait, il serait rayé de la carte de la gentry locale. Donc quand ils sont revenus à Cadaqués, Gala et Dali, aucun hôtel n'a voulu les abriter et aucune maison n'a voulu être louée. Donc c'est comme ça qu'ils ont abouti à Port-Ligat, où ils ont loué une petite baraque à des pêcheurs qui faisait 16 mètres carrés. Dans cette baraque, il n'y avait ni eau, ni électricité, ni chauffage, et dans ces 16 mètres carrés, il y avait la cuisine, la chambre et l'atelier. Et Gala, à genoux, faisait le ménage, frottait, lavait, négociait avec les pêcheurs les poissons, et voilà. C'est-à-dire que Gala, elle a... Et l'été, ça a été super, mais après, l'hiver est arrivé, il faisait très froid, tant et si bien que Gala a attrapé une pneumonie avec un peu de tuberculose à cette époque. Et donc, un client et ami de Dali, une relation, les a invités à côté de Malaga, pour qu'elle se remette un peu au soleil, voilà. Et après à Paris, Gala partait avec les dessins sous le bras, faire le tour pour essayer de vendre les dessins et ça a été grâce à Miro, c'est la diaspora catalane, grâce à Miro, qui a présenté les princes de Faucigny-Lucenge à Dali. Et c'est Miro qui a été disons, le lien. Et ce Faucigny-Lucenge, donc, a fait une espèce de club, on dirait maintenant un club de mécènes, n'est-ce pas? C'était tout à fait ça, un club de mécènes entre l'aristocratie et eux,
chaque année, ont versé une somme tous les mois à Dali, et à la fin de l'année, ils tiraient au sort un tableau. Voilà. Et donc c'est comme ça, disons, que Dali, que les choses ont commencé. Après, bon, il y a eu des hauts, des bas, après il y a eu l'Amérique, enfin voilà. Donc tout ça, ça a été des choses très intéressantes parce que quand on dit que Gala a laissé Éluard pour Dali parce que Dali était riche, pas du tout. Elle a laissé Éluard parce que déjà, elle, je pense que l'amour avec Éluard c'était un peu tari et que Gala est une femme passionnée qui lui fallait un défi et qu'avec Dali, elle a compris que là, il y avait un défi à relever. Dali lui-même était un homme très perturbé, sexuellement inquiet, flou, bon. Et il a trouvé dans Gala la cristallisation de tout ce qu'il espérait. Et ça, vraiment, ça l'a cadré, centré, si on peut dire que Dali est centré. Voilà. Il n'aime pas trop faire la machine à coudre, on fait autre chose. Voilà. On est d'accord. Enfin voilà, j'en parlerai jusqu'à 20h aussi, mais bon, voilà. Et puis après, il y a eu d'autres histoires avec Dali. Par exemple aussi, tout ce qui est, on est toujours saboté par la famille. Comme ça. Et donc aussi il y avait toutes les expérimentations picturales. Bon, maintenant je pense qu'il y a... Non, c'est Franco. Laurence Sossou. Au deuxième étage. C'est quelqu'un qui vient. D'accord. Donc, les expériences picturales, je disais. Donc, Dali, par exemple, je me souviens de l'avoir vu à Port-Vigale de temps en temps. Vous avez une grenouille. Alors, Victoria, non, je n'ai pas de grenouille sur la main, tu vois, pas de grenouille. Alors, immédiatement, tu as toujours quelqu'un qui court. Et puis, une heure après, la personne arrive avec une grenouille. Super. Alors, il dit, bon, on va mettre une toile, ça je l'ai vu, hein. Et alors, Dali trempe la grenouille dans l'encre, parce qu'à l'époque, évidemment, la protection des animaux n'était pas encore à l'ordre du jour. Et donc, il trempait la grenouille dans l'encre, et hop, la grenouille sur la toile. Effrayée, qui bondissait. Alors Dali, ah super, regardez, regardez, elle fait ça. Ah, l'épouse de Naomi de blanc, crac, il le trempait dans le bleu. Et hop, voilà. Donc, alors après, il sortait, et voilà. Donc, ce sont des choses qui ont été... extrêmement précurseurs. Prise peut-être. Ce sont des choses qui ont été... Maintenant, ça a été fait et refait, mais il faut penser que c'était dans les années 40. Hein, dans les années 40, c'est quand même une époque... bon, en plus, ce qui était formidable, c'est que Dali, par principe, était contre. Donc, il était contre. C'est-à-dire qu'il a été contre sa famille, contre son père, contre la société, en choisissant une femme plus âgée que lui, enfin pas que maintenant, bon. Donc précurseur. Il était contre, et surtout, ce qui a été terrible, c'est la bataille du surréalisme. Hein, c'est-à-dire que au début, ils étaient tout contents de faire partie d'un groupe à Paris, le groupe important, les surréalistes et tout. Bon. Et puis après, évidemment, Dali, comme il sentait que tout le monde était un peu du Parti communiste, donc moi, je vais faire le contraire. Et donc, il s'est mis à faire le portrait d'Hitler. Bon. Alors là, évidemment, drame chez les surréalistes, alors convocation par Breton, est appelé au secours Paul Éluard, qui n'était pas là, parce que Paul Éluard, tout en ne vivant plus avec Gala, ayant fait du trilogisme avec Max Ernst, Gala et tout, ça fait compliqué, est toujours resté attaché à Gala, et l'a toujours un peu protégé. Donc Gala au secours, Paul n'était pas là, et donc il y a eu un tribunal, et Dali l'a pris la rigolade. C'est-à-dire que Dali s'est agenouillé devant Breton, en lui disant, bon, mais Breton l'a pris de haut et l'a exclu. Et donc je trouve que c'est
un mouvement qui se veut marginal et révolutionnaire, qui exclut. Je trouve que c'est un truc ahurissant, quoi. Et donc Dali était automatiquement contre. Donc c'était la mode d'être communiste, donc moi je suis catholique. On ne croit plus en Dieu, donc moi je crois en Dieu. Donc il y a Franco, donc je suis pour Franco puisque les autres sont contre. À la limite, je pense que c'était le dernier de ses soucis. Ce qui lui comptait pour lui, c'était sa peinture. Mais ça pour lui, c'était quelque chose de capital. Les 6 mois dont parlait Jean à Cadaqués, c'était 6 mois où il avait des horaires militaires. Il se levait, il commençait à peindre à 8 heures, il peignait jusqu'à 13 heures. À 13 heures, il mangeait du poisson grillé ou tout comme ça. Il faisait un peu de sieste et il repeignait pendant 2 heures. Et après, à 18 heures, il recevait. Là-bas, dans sa cour, il recevait. Alors, dans les années 70, c'était tous les hippies, là, tout, bon, enfin, bref. Mais c'est un type qui, tous les jours de sa vie, à Cadaqués, peignait ses peintures à l'huile, ses tableaux, qui étaient pour lui capitaux, pardon. Et alors, d'ailleurs, si vous connaissez un peu l'œuvre de Dali, vous voyez que non seulement c'est la virtuosité technique, mais c'est aussi du jus de cerveau, c'est-à-dire c'est extrêmement pensé, très calculé, très réfléchi, avec des référents à n'en plus finir. Un tableau de Dali, il y a 10 niveaux de lecture, c'est absolument... c'est l'anti-Picasso qui est beaucoup plus animal et beaucoup plus spontané, vous voyez. C'est un truc terrible, Dali. Après, les 3 mois à Paris et les 3 mois à New York, c'était le business. Donc là, le capitaine et ses autres secrétaires, là, s'en donnaient à cœur joie, parce qu'alors, tiens, on pourrait faire des gravures, mais parfois des belles choses, hein, sur Dante, sur ceci, sur cela, alors tout ça, bon. Alors c'était à Paris, au Maurice, on portait les plaques de cuivre, et ils faisaient tout ça. Bon, c'est des choses plus légères. Idem à New York, voilà. Mais les grandes œuvres de Dali ont été créées à Port-Ligat. D'ailleurs, dans toutes ces grandes œuvres, vous repérerez qu'il y a toujours quelques rochers du Cap Creus, qu'il y a toujours un peu la mer qui se reflète, qu'il y a toujours cette ambiance, ce ciel de l'Angleterre. Il est vraiment nourri à ça. Et la dernière expo à Beaubourg qu'il y a eu, là, je pense il y a 2 ans, qui a battu tous les records d'ailleurs d'affluence, c'est Dali qui fait le plus de rentrées. Pour commencer, il y avait un texte de Dali où il avait écrit un texte très émouvant, je ne me souviens pas littéralement, où il disait pour moi tout ce qui compte c'est Cadaqués. Sans cette lumière, sans l'Empordane, sans Port-Ligat, je ne serais pas ce que je suis. Et je rends grâce aux muses empordanaises, enfin, un texte magnifique où on se rendait compte que ce qui comptait pour lui, c'était ça. C'était son berceau, son enfance. Il faut dire que vous y allez maintenant, c'est beau. Imaginez-vous, dans les années 30, sans touristes, avec simplement le ciel, la mer, le vent et les rochers, cette crique, manger le poisson qu'on a pêché, je veux dire que, bon, il avait bien besoin de 6 mois de Port-Ligat pour se remettre des facéties parisiennes et new-yorkaises. Voilà, à toi. Nous avons côté une toute petite. Disons que Salvador Dali, à l'époque où il n'avait pas de moustache, au début où il allait à Paris, il avait rencontré un peintre qui était un peintre raté, puisque pour vivre il était obligé de faire de la musique, et ce peintre s'appelait Serge Gainsbourg. Et à l'époque, il avait un appartement, Dali, et Serge Gainsbourg lui avait dit voilà, je suis pratiquement le reste du temps entre Port-Ligat et New York, mais quand je suis ici, tu peux venir dormir à la maison. Donc pendant 3 mois, Gainsbourg dormait chez Dali. Et bon, ils étaient très proches à ce moment-là. Et c'est un jour, Salvador Dali a dit à Serge Gainsbourg, il lui a dit ta façon à toi de faire de la peinture, c'est avec des mots.
Et il a fait une image de rapprochement entre la dualité qu'il y avait Dali et Picasso. Et c'est comme ça qu'ils ont écrit la fameuse chanson « Je t'aime moi non plus ». Et ça, c'est une histoire que Gainsbourg raconte lors d'une émission de radio il y a très longtemps. Et j'ai l'enregistrement audio de cette époque-là. Et puis donc quand Dali est devenu riche, il est parti à l'hôtel Meurice et Gainsbourg s'est payé son hôtel particulier qu'il a entièrement décoré, comme était décoré l'appartement de Dali, avec ce fond noir qui était en astrakhan avec que des éclairages lumineux. Voilà un petit peu une rencontre. Et sur le premier 25 cm de Serge Gainsbourg qui sortait en 58, il y a un dépliant dans l'album promotionnel qui est totalement surréaliste et qui a été imaginé par notre ami Salvador Dali. Voilà. C'était une petite anecdote de ces deux personnes qui se sont rencontrées. Et le fantasme de Gainsbourg à ce moment-là, c'était d'être à l'agent de Salvador Dali. Ça va déchirer. Et alors, avant qu'ils soient riches, donc, qu'ils soient à l'hôtel Meurice, ils habitaient, bien sûr, chez Paul Éluard. Parce que finalement, le brave Paul, pourquoi partir de chez Paul? Puisqu'on est bien, il laisse l'appartement, voilà. Et donc le pauvre Paul il y avait une histoire étonnante. Avant que Dali entre en scène, Gala, donc, avec Dali, avait découvert Max Ernst en voyant des collages qu'il avait envoyés. C'était l'époque Dada. Et évidemment, avec l'Allemagne et la France, c'était pas le grand tabou. Et donc, il n'avait pas pu venir, Max Ernst n'avait pas pu venir à Paris. Donc, Paul Éluard et Gala vont en Allemagne voir Max Ernst et son épouse. Coup de foudre entre Dali et Max Ernst. Coup de foudre. Et Dali dit à Gala, mon Dieu, mais quelle beauté, mais cet homme, mais qui est intelligent, mais qu'il est beau, mais tout ceci. Alors Gala commençait à ouvrir l'œil, n'est-ce pas? Et ils se sont débrouillés pour faire venir Max Ernst, pour lui faire des faux papiers et lui donner un petit travail à Paris. Et où loger donc ce monsieur? Ben, chez nous, pourquoi pas? Et donc, voilà Max Ernst qui vient s'installer chez les Éluard. Le papa de Paul Éluard était un type qui avait fait des lotissements, mettons maintenant. Il avait des terrains autour de Paris. Et il les avait lotis. Donc il avait fait fortune avec ça. Et donc il a construit une belle maison pour son fils, Paul, qui est allé y habiter avec Gala et Max Ernst. Et donc, évidemment, au début un peu de triolisme, mais en réalité, Gala est la femme d'un homme. Elle aime un homme par passion. Et donc là, elle s'est trouvée c'était un peu compliqué. Donc, Paul, qui a toujours été un gentilhomme, donc partait à Paris, faire tourner toute la nuit avec Breton, avec tous les autres. Et voilà. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Un beau jour, Paul a été triste, il en a eu marre, et il a disparu. Il a disparu. Personne ne savait où il était. Et tous les surréalistes, c'est la faute de Gala, cette peste, tout, il a dû se suicider, tout, et Paul disparaît. 3, 4 jours, une semaine, pas de nouvelles, tout le monde se disant mais où il est. Et puis quand même, il envoie un message à Gala en lui disant je suis à Marseille, je pars faire le tour du monde, je vais à Tahiti, après je vais à Saïgon, mais pour vivre ce que tu fais, tu vends notre collection de tableaux et tu achètes un billet et tu viens me rejoindre. Donc Gala qui s'est retrouvé sans argent, avec des beaux-parents furieux. Évidemment, c'est de sa faute si Paul avait disparu. Donc, avec rejeté par tout Paris, met en vente leur collection de tableaux, qui est une collection Picasso, Braque, enfin bon, la crème de l'époque. Et donc, elle fait une vente, elle vend ses tableaux, et avec cet argent, elle part à Saïgon rejoindre Paul avec Max Ernst. Et tous les deux partent rejoindre Paul et Max. Mais une fois à Saïgon, Max Ernst a compris qu'il était un peu de trop, et donc il est parti de son côté. Et ils sont revenus
Gala est revenu avec Paul tous les deux. Et entre-temps, il y a eu la crise de 29, donc ruine plus ou moins du père, et l'argent du fils diminue, et donc on leur dit, en Espagne c'est pas cher, il y a un petit village, Cadaqués, on pourrait y aller. Voilà comment ils sont partis à Cadaqués, parce qu'ils n'avaient plus beaucoup d'argent, et ils se sont dit, on va passer l'été avec la petite, parce qu'il y avait la petite de Gala, la petite éluard, la malheureuse, qui dérangeait la pauvre. Et donc ils sont partis tous les trois à Cadaqués. Et pendant qu'ils étaient à Saïgon, l'histoire est étonnante, ils ne se sont pas rencontrés, mais il y avait un Français qui était en prison. Lequel Français était André Malraux, qui avait pris par hasard quelques petites statues du temple d'Angkor, qu'il avait trouvé sympa, quoi, mais qui s'était fait attraper. Et donc, tout le corps diplomatique s'est débrouillé pour arrêter l'histoire, et Malraux a été rapatrié. Mais c'était au même moment où il y avait Dali et Gala à Saïgon. Vous voyez, donc c'était, si parfois on se dit les gens ne voyagent pas beaucoup, déjà à l'époque, ils bougeaient. Voilà. Écoutez, si quelqu'un a des questions... Alors, il y a un livre. Est-ce que vous auriez le plaisir de nous en lire le début du commencement, en français et en catalan, comme ça répartit les charges, si j'ose dire. Alors... En catalan. Alors, quel on choisit? Ah, le tour des fouets, oui, ça c'est... Alors, on commence en quelle langue? En catalan. En catalan. A Can Duran de Figueres, l'efervescència anava creixent. Amb la seva mare i la seva tieta, la nena, c'est moi, asseguda a taula, mirava esbalaïda aquell rebombori exòtic. Enmig d'una colla de personatges barrocs, sota els flaixos dels fotògrafs acabava d'entrar en Dalí i la Gala, que Lluís Duran, amo del lloc, acompanyava cap a la part més antiga del restaurant, el celler de Calateta, on en Dalí tenia els seus costums. Les toreros se trouvaient cloîtrés dans leur chambre, un peu inquiets, devant tout ce remue-ménage. Le maître de Poriegat leur volant la vedette par cet événement imprévu, dont nul ne connaissait la teneur. Les rires, la musique d'une toune, l'ambiance de fête étourdissante, la gamine consciente du haut de ses 11 ans, d'exceptionnel du moment vécu. En souriant, Louise Duran vient les saluer. Quelle journée d'Alignenne, quel personnage, quelle fête. Il hocha la tête. Il y a 3 toreros remarquables, dont le jeune Camino. Et cette fameuse journée absolument extraordinaire a été immortalisée par un Joan Veilly, qui est photographe de Cadaqués, qui à l'époque était menuisier. Ça a été le menuisier de Dali pendant toute la vie. Et il a fait des photos de Dali toute la vie. Et quand il a pris la retraite, il s'est installé comme photographe. C'est le photographe de Cadaqués. Aujourd'hui, il a peut-être 4000 photos de Dali. Et il a eu la chance de photographier Dali à Pujol, surtout Gala, et surtout les rencontres que faisait Gala à Pujol. Je ne vous en dirai pas plus. Remarquable, reprirent les convives de la table voisine qui avaient suivi la conversation. Mais peut-être que le spectacle d'Ali va les déconcentrer. Quelle histoire, pensait la gamine devant cette convergence de personnalités étonnantes.
Le repas se terminait et déjà Dali repartit poursuivi par des quémandeurs d'autographes lui tenant livres, affiches à dédicacer, chassés de la main, insectes importuns par une gala vigilante et agacée. Posso continuar al seu costat? Una vegada el mestre fora, el soroll va disminuir d'un pam per tornar-se a engegar amb l'aparició dels toreros i de les quadrilles vestits de llum. Davant la porta els esperaven els automòbils rodejats d'aficionats i de gitanets que la policia feia fugir per deixar els herois de la tarda. Poc després, la nena i la seva família es varen dirigir cap a la plaça de Toros, on el rumor intens anunciava un esdeveniment sonat. Una vegada segura, es va adonar que tot l'entorn damunt de la plaça estava decorat amb diversos parells de bigotis gegants anomenats el pintor. Tot era festa, color i músiques. Tothom esperava alguna cosa extraordinària. A 3:45 es va obrir un portal. En Dalí i la Gala varen fer dins de la plaça una entrada espectacular, amb un cotxe negre descapotable, en Dalí dempeus, un pas